L'un des plus prestigieux domaines privés de Grande-Bretagne vient d'être acquis par le prince William, bouleversant complètement la tranquillité de Camilla. Pendant des années, elle a vécu dans ce domaine comme si c'était le sien. Elle y employait sa sœur, elle y recevait sa famille à sa guise, et personne n'osait s'y opposer. William a alors pris possession des lieux et a fait quelque chose qui a stupéfié tout le monde. Il a mis à la porte tous les membres de la famille de Camilla. Furieux, ces derniers exigent de pouvoir revenir et vont jusqu'à menacer Camilla elle-même pour obtenir gain de cause. Acculée et désespérée, Camilla courut droit vers Charles et le supplia de revenir sur la décision de William. Ce que fit Charles ensuite déjoua tous leurs espoirs. Le matin où Charles choisit son fils plutôt que sa femme. Le matin du 26 avril 2026, le roi Charles III entra au palais de Buckingham, s'assit à son bureau et signa un document qui bouleversa la situation de Camilla. Ce document, intitulé Loi sur le transfert de souveraineté, Phase 1, conférait au prince William la pleine propriété du duché de Cornouailles. Ce domaine, l'un des plus puissants au monde, s'étend sur 54 600 hectares, répartis sur plus de 20 comtés d'Angleterre et du pays de Galles. Il comprend notamment les vastes étendues sauvages de Dartmoor, les îles Scilly, des propriétés commerciales de grande valeur dans le sud de Londres, des ensembles résidentiels et des exploitations agricoles qui génèrent une immense fortune pour la famille royale depuis le XIVe siècle. Rien qu'en 2026, le duché générait plus de 1 milliard de livres sterling par an et l'intégralité de ses revenus revenait désormais à William. Mais voici ce qui a transformé cette transaction en quelque chose de bien plus important. La manière dont Camilla l'a apprise. La reine consort d'Angleterre, celle qui avait lutté pendant 30 ans pour occuper le cœur même de la monarchie britannique, n'était pas présente lorsque son époux a cédé le domaine privé le plus précieux du pays. Personne ne lui a demandé son avis, ni même ne lui a témoigné la courtoisie élémentaire de la prévenir. À la place, un assistant du palais a frappé à la porte de Clarence House et lui a remis un résumé écrit des décisions prises par Charles. C'était le genre de notification froide et formelle qu'on envoie à un service gouvernemental avec lequel on a peu de contact, pas celle qu'on adresse à la femme qui occupe le deuxième poste le plus important de la famille royale. Et tout le monde au palais savait parfaitement ce que ce choix signifiait. C'était un message, et Camilla l'a reçu avec une clarté dévastatrice. D'après son entourage, après le départ de l'assistante, Clarence House semblait complètement vidé de son air. Camilla garda le silence pendant 3 heures. Aucun coup de téléphone, aucune apparition publique, et pas un mot à l'assistante qui lui avait remis le document. Elle s'est simplement retirée, et son entourage était trop bouleversé pour l'interrompre. Mais que contenait donc ce document si accablant? La réponse remonte à plusieurs années, à une enveloppe de cuir rouge que la reine Élisabeth II avait discrètement scellée fin 2021, alors que sa santé commençait à décliner. Élisabeth n'a pas laissé cette enveloppe par simple sentimentalisme. Elle l'a laissée comme une arme. À l'intérieur se trouvait un ensemble d'instructions juridiques que les hauts dignitaires de la cour appelaient le codicille du verrou héritage, véritable bombe à retardement constitutionnel, conçue pour exploser dans des circonstances très précises. Le déclencheur précis en 2026 était la santé déclinante de Charles, qui a rendu urgente la désignation de William comme héritier pleinement investi de pouvoir avant que la situation ne devienne une urgence constitutionnelle. Mais dissimulée dans ce codicille se trouve une clause appelée « mécanisme d'obstruction anticipée ». Et c'est cette clause qui rend la famille de Camilla absolument furieuse.
Anne Claire. Cette clause a érigé un rempart juridique permanent autour des propriétés patrimoniales les plus importantes du duché, garantissant qu'aucun membre de la famille Windsor, n'ayant pas de lien de sang, ne puisse jamais les exploiter, les louer ou y acquérir une quelconque influence institutionnelle. Elizabeth n'a jamais inscrit le nom de Camilla dans ce document. Elle n'en avait pas besoin. Tous ceux qui l'ont lu ont compris précisément qui il visait à empêcher. Vous vous demandez peut-être pourquoi Elizabeth a déployé tant d'efforts juridiques extraordinaires pour protéger l'héritage de William. La réponse réside dans un sujet que très peu de personnes ont abordé ouvertement. Elizabeth nourrissait en secret un profond et persistant malaise quant à la présence de Camilla au sein de l'institution, un malaise qu'elle était bien trop disciplinée pour exprimer publiquement. Mais ce malaise a influencé ses décisions privées d'une manière qui ne devient pleinement visible que maintenant. Elizabeth avait vu cette liaison déchirer sa famille dans les années 1980 et 1990. Elle avait vu Diana se dégrader sous ses yeux et avait pris la décision, in silence, que même si elle ne pouvait empêcher Charles d'épouser Camilla, elle veillerait absolument à ce que le cœur financier et territorial de l'héritage de William soit si bien protégé que personne du côté de Camilla ne puisse jamais y accéder. Ce fut la dernière chose qu'Elizabeth fit pour protéger son petit-fils, et elle le fit en sachant qu'elle ne serait plus là pour en voir la mise en œuvre. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est que Camilla avait déjà pressenti un tel événement. Dans les mois précédant la mort d'Elizabeth, des rumeurs lui parvinrent par les voies hiérarchiques du palais, selon lesquelles des constitutionnalistes rédigeaient discrètement un document juridique relatif au duché. Camilla dépêcha aussitôt un intermédiaire pour s'enquérir de la nature de ce qui se préparait, et la réponse fut un refus catégorique et glacial. Personne à ce niveau de l'appareil juridique royal n'aurait permis à une femme qui n'avait pas encore été officiellement nommée reine consort de lire des instructions confidentielles d'un monarque vivant concernant l'héritage financier de son petit-fils. Que Camilla aille même tenter de le faire en dit long sur sa peur. Elle savait au plus profond d'elle-même qu'Elizabeth mettait en place un système destiné à exclure sa famille, et elle ne pouvait pas s'en approcher suffisamment pour l'empêcher. Le résumé écrit d'arrivée à Clarence House ce mardi matin-là informait Camilla que l'héritage était signé, scellé et remis. Mais il ne lui disait pas que William n'en avait pas fini, car la prise de contrôle de l'Empire n'était que le début. La seconde étape était bien plus ciblée, bien plus personnelle, et visait directement les membres du cercle restreint de Camilla qui, pendant des années, s'étaient discrètement servis de ce qui ne leur avait jamais appartenu. Comment William a détruit le monde de Camilla, un membre de sa famille après l'autre. La première personne de l'entourage de Camilla à sentir le sol se dérober sous ses pieds fut son fils, Tom Parker Bowles. Tom avait passé près de 20 ans à se forger une image publique de figure emblématique de la gastronomie britannique, devenant l'un des auteurs culinaires et personnalités gastronomiques les plus reconnus. Ce livre de cuisine, ses chroniques gastronomiques et ses apparitions télévisées bénéficiaient d'un atout commercial indéniable, mais soigneusement dissimulé, son statut de fils de la reine consort. Tom n'avait jamais besoin de le clamer haut et fort. Dans ce milieu, chacun comprenait déjà la signification de son nom et les opportunités qu'il lui offrait discrètement, sans qu'il ait à les chercher. Mais en 2023, un événement a révélé l'étendue de l'influence de la famille Parker Bowles sur le duché de Cornwall, bien avant que William n'en prenne officiellement le contrôle. Un groupe d'investissement privé, lié à une entreprise hôtelière associée à la famille Shand, la famille maternelle de Camilla, a soumis une demande de permis de construire au conseil d'administration du duché. Il s'agissait d'une demande de bail à long terme pour un immeuble commercial à Kennington, dans le sud de Londres. Le concept qu'ils ont présenté était un club privé de luxe, axé sur le patrimoine culinaire de l'aristocratie britannique,
et à première vue, il semblait tout à fait ordinaire. En réalité, le groupe d'investissement avait délibérément construit un véritable labyrinthe de noms de sociétés et de sociétés écrans, dont le seul but était de dissimuler l'identité des véritables propriétaires et contrôlants, afin de cacher le lien avec la famille Shand à quiconque examinait la demande. Les gestionnaires du domaine de William ont immédiatement percé à jour la supercherie et la demande a été rejetée. Ils ont ensuite déposé sur le bureau de William un dossier complet détaillant précisément comment ce labyrinthe d'entreprises avait été mis en place pour dissimuler la famille. On imagine aisément sa tête en le découvrant. Ce dossier révélait également un élément qui a transformé une situation déjà difficile en un véritable drame, car ce n'était pas la première fois. Un examen des demandes antérieures, remontant à plusieurs années, a révélé une tendance. Des entreprises ayant des liens qui, après d'importantes recherches, ont permis de remonter jusqu'au même réseau familial. Aucune de ces demandes n'avait abouti, mais la persistance de ces tentatives est révélatrice. Elle indique que la famille de Tom considérait depuis des années le portefeuille immobilier commercial du duché comme une opportunité personnelle, cherchant discrètement à s'y infiltrer et attendant patiemment le moment où l'accès lui serait enfin accordé. Ce moment n'est jamais venu et après avril 2026, il ne viendrait jamais. Comme si cela n'était pas déjà suffisamment dommageable. Lorsque l'équipe de William a lancé un audit juridique et financier complet de tous les accords historiques du duché dans le cadre du transfert officiel de pouvoir, elle a ouvert les archives d'Oak Ridge, l'un des domaines agricoles les plus importants du duché sur le plan historique, et y a découvert un document qui dormait dans les archives depuis les années 1980. Un contrat de location, signé des décennies plus tôt par un fonctionnaire subalterne de la Maison Royale, avait accordé à une coopérative agricole ayant des liens avérés avec le réseau agricole Parker Bowles du Wiltshire des droits de pâturage préférentiels. Autrement dit, le droit d'utiliser une partie des terres d'Oak Ridge à un prix bien inférieur à leur valeur marchande réelle, moyennant une redevance annuelle dérisoire. Le contrat était techniquement légal au moment de sa signature, mais sa découverte a confirmé à William tous les soupçons qu'il nourrissait secrètement depuis des années. La relation de la famille Parker Bowles avec les biens royaux n'était ni récente ni opportuniste. Elle avait des racines remontant à plusieurs décennies, enfouies dans des documents que personne n'avait examinés avec suffisamment d'attention jusqu'alors. Ce bail fut annulé presque immédiatement après la cérémonie de signature du 26 avril et, de l'avis général des personnes présentes au palais à l'époque, il s'agissait de l'une des découvertes qui ont transformé les relations déjà tendues entre Kensington Palace et Clarence House en une véritable guerre ouverte menée par le silence. Mais aussi grave que fut tout cela, rien de ce qui est arrivé à Tom n'était comparable au coup dur porté à la sœur cadette de Camilla, Annabel Elliot. Annabel occupait depuis des années l'une des positions les plus confortables et les moins exposées au public au sein de la famille royale. Le roi Charles l'avait personnellement nommée conseillère en décoration d'intérieur, un rôle qui lui conférait un avantage inestimable. Un accès professionnel direct aux résidences royales les plus prestigieuses du pays et un accès direct aux fonds royaux. Annabel a perçu des sommes considérables du budget de la Maison Royale pour superviser des travaux de décoration et de rénovation dans des propriétés telles que Highgrove, le domaine privé cher à Charles dans le Gloucestershire, et Burke Hall, la résidence écossaise où Charles a passé certains des moments les plus intimes de sa vie privée. Depuis des années, les analystes financiers royaux s'interrogeaient discrètement sur la légalité de ces contrats. Avaient-ils fait l'objet d'un appel d'offres ouvert et concurrentiel, procédure standard consistant à publier un contrat afin que plusieurs entreprises qualifiées puissent y soumissionner, ou bien
Représentent-ils simplement un flux confortable d'argent royal allant directement à la sœur de la reine consort grâce à des arrangements que Charles contrôlait et protégeait personnellement? Ces questions sont restées sans réponse, car tant que Charles détenait le pouvoir et que la position de Camilla demeurait intouchable, personne ayant l'autorité nécessaire n'avait intérêt à agir. Pour saisir toute l'importance du rôle d'Annabelle, il faut comprendre que les consultants en décoration d'intérieur travaillant à ce niveau, au sein de la famille royale, ne se contentent pas de choisir des couleurs de peinture et du mobilier. Ils gèrent des budgets considérables, supervisent d'importantes équipes d'entrepreneurs et prennent des décisions qui influencent directement la présentation des résidences royales aux chefs d'État et aux diplomates en visite. Les enjeux financiers sont énormes et l'accès aux informations liées à cette fonction dépasse largement le cadre des pièces rénovées. Annabelle avait accès aux ailes privées des résidences royales, inaccessibles à la plupart des hauts dignitaires de la cour, et ce, à maintes reprises pendant des années, avec l'aval de l'institution. La valeur de cet accès, tant financière que par le pouvoir discret qu'il conférait à son entourage, était une chose que très peu de personnes extérieures à la maison royale comprenaient pleinement. Lorsque William entreprit l'examen des dépenses de la maison royale sous sa nouvelle autorité, les contrats d'Annabelle furent immédiatement pointés du doigt et sa réaction fut rapide, sans équivoque et impitoyable. Il les a annulés. Aucune période de révision, aucune transition en douceur, aucune sortie soigneusement orchestrée pour permettre à Annabelle de se retirer dignement. Les contrats ont disparu. Son accès professionnel aux résidences royales a été supprimé, et c'était tout. Mais ce qui donnait à cette décision un poids bien plus lourd que de simples considérations financières, c'était la maison d'Annabelle et ce qui s'y était passé pendant des années. C'est là que Charles et Camilla avaient tenu leur rencontre secrète durant les longues années de leur liaison. Ces années où Diana était lentement et complètement détruite de l'intérieur. C'est dans cette maison que leur relation était abritée, protégée et dissimulée. William le savait depuis presque toujours, et il portait ce fardeau comme on porte un poids qui ne s'allège jamais, peu importe le temps qui passe. Alors, lorsqu'il signa cet ordre de résiliation des contrats d'Annabelle, il ne se contentait pas de mettre fin au service d'une décoratrice. Il replongeait dans une histoire qui lui avait déjà tout pris et il la fermait définitivement d'un trait de plume. La résiliation des contrats d'Annabelle fut une simple formalité administrative, effectuée par les voies officielles, une chose qui paraît tout à fait routinière sur le papier, mais qui est vécue comme un véritable séisme par ceux qui la subissent. Et ce séisme frappa Camilla avec une force jamais vue auparavant, car il fut suivi d'un appel téléphonique troublant. Au cours de cet appel, derrière une porte close quelque part à Clarence House, la reine consort d'Angleterre s'effondra. L'appel, le cri et la guerre que Camilla ne peut gagner. La nouvelle du renvoi d'Annabelle a frappé Camilla de plein fouet, et la pression qui s'est abattue sur elle les jours suivants était sans précédent en 30 ans au sein de la famille royale. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tom a appelé le premier. « Maman, il faut que tu fasses quelque chose !» lui dit-il, la voix étranglée par le désespoir de voir s'effondrer tout ce qu'on a mis des années à construire. « Ah, ça ne peut pas rester comme ça! Tu dois parler à Charles, et tout de suite! » Tom fit comprendre que ce que faisait William ne concernait pas seulement Annabelle, mais eux tous. Tout le réseau de relations et d'arrangements discrets que la famille avait tissé autour de la position de Camilla au fil des ans, et que si elle ne réagissait pas fermement et rapidement, il ne resterait plus rien à protéger. Laura Lopes appela elle aussi, d'une voix plus basse que celle de son frère, mais avec la même urgence suffocante, ajoutant son poids à une pression déjà insoutenable. Camilla garda son sang-froid pendant ces deux appels, car garder son sang-froid était la seule chose qu'elle avait toujours su faire, peu importe ce qui s'écroulait autour d'elle. Puis Annabelle appela et tout s'effondra. Camilla répondit dans sa chambre privée à Clarence House
et referma la porte derrière elle. Elle resta enfermée dans cette pièce pendant 1 heure entière. Le personnel qui attendait dans le couloir ne pouvait rien entendre, car Camilla avait passé 30 ans à apprendre à mener une conversation délicate sans que personne ne l'entende. Mais soudain, au beau milieu de cette heure, sa voix franchit la porte avec une force qui glaça le sang de tous ceux qui se trouvaient dans le couloir. Ce n'était pas une voix qui s'élevait, c'était un cri. « Vous ne pouvez pas faire ça !» Puis le silence retomba dans la pièce, un silence si lourd et si pesant que le personnel posté à l'extérieur déclara qu'il était pire encore que le cri lui-même. Quand Camilla sortit de cette pièce, la femme qui franchit la porte n'était plus la Camilla qu'il connaissait. Son visage était pâle et tendu, ses yeux grands ouverts et vitreux, et le calme imperturbable qui l'avait protégé pendant 30 ans avait tout simplement disparu. Elle semblait terrifiée d'une peur viscérale, une peur qui n'avait rien à voir avec la colère, mais tout à voir avec une terreur authentique et profonde. On lui avait dit quelque chose dans cette pièce qui avait percé tous les murs qu'elle avait érigés, et ceux qui l'avaient vue à ce moment-là disaient que c'était comme assister à la prise de conscience soudaine que le sol sur lequel elle se tenait avait toujours été creux. Ce qui s'est réellement passé entre les deux sœurs pendant cette heure n'a jamais été officiellement confirmé. Mais ceux qui comprenaient l'histoire et la pression grandissante au sein de la famille de Camilla ont pu se faire une idée du message qu'Annabelle a très probablement transmis. Annabelle avait passé des années à être la protectrice discrète et invisible de la relation entre Charles et Camilla. Elle avait ouvert sa maison, assumé les risques sociaux et institutionnels et gardé le secret pendant toutes ces années où sa révélation aurait été catastrophique. En récompense de cette loyauté, elle avait finalement obtenu un poste prestigieux et financièrement confortable au sein de la famille royale. Or, William venait de tout lui retirer d'un simple décret administratif et Annabelle n'était pas du genre à accepter cela sans réagir. Le message qu'elle a transmis à sa sœur lors de cet appel semble avoir été d'une simplicité désespérante. « Aide-moi à reprendre ma place », a-t-elle dit à Camilla. « Sinon, je te dénoncerai !»« Dénoncer quoi ?» Précisément. Personne dans ce couloir ne pouvait le dire, mais le cri de Camilla et le regard vide de la femme qui est sortie de la pièce ont rendu une chose terriblement claire. Quoi qu'Annabelle détenait, c'était quelque chose qui pouvait réduire en miettes ce qui restait du monde de Camilla, le réduisant à des fragments trop petits pour être jamais recollés. Réfléchissez maintenant à ce à quoi Annabelle avait réellement accès. Elle n'était pas simplement une sœur assistant au repas de famille et écoutant des histoires de seconde main. C'est elle qui, durant toute la liaison, a ouvert sa porte et laissé Charles et Camilla la franchir à maintes reprises pendant des années, présente lors des conversations, témoin des échanges. Elle a recueilli des informations à une époque où les personnes impliquées se croyaient totalement à l'abri des regards. Tout ce qui s'est dit chez elle durant ces années, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu, elle l'a gardé en mémoire depuis. Et tant que l'accord financier avec la famille royale a perduré, elle n'a eu aucune raison de se pencher sur ses souvenirs. Dès que William a annulé ses contrats, la donne a complètement changé. Après l'appel, Camilla a fait ce qu'elle avait toujours fait quand elle se sentait acculée. Elle est allée voir Charles, mais cette fois, elle n'y est pas arrivée avec son calme habituel et ses paroles calculées. Elle arriva tremblante, désespérée et complètement dépouillée du personnage qu'elle avait mis 30 ans à perfectionner. Charles le vit dès qu'elle franchit la porte. Camilla s'assit en face de lui et lui raconta tout sans adoucir un seul mot. Elle lui parla des contrats d'Annabelle, de la situation de Tom, de la pression étouffante que sa famille exerçait sur elle de toutes parts, et elle lui raconta l'appel téléphonique et ce qui s'était dit. Puis elle regarda son mari et lui demanda d'intervenir. « Charles, tu dois parler à William !» dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Il faut lui faire comprendre ce qu'il fait à cette famille. Il faut que ça cesse. » Charles resta un long moment à réfléchir à tout ce qu'elle avait dit. Puis il lui dit non.
Charles le dit d'une voix calme, presque douce, et cette douceur rendait ses paroles d'autant plus accablantes. Il lui expliqua que la loi de transfert de souveraineté était irréversible, que les instructions contenues dans l'enveloppe rouge portaient l'autorité souveraine de sa mère, et que rien ni personne ne pourrait annuler ce qu'Élisabeth avait légalement mis en place. « Je suis impuissant, Camilla, dit-il. Je ne peux rien faire. » Camilla le fixa un instant, puis son expression changea, passant du désespoir à une froide et lucide compréhension. Elle côtoyait cet homme depuis des décennies et savait parfaitement quand il se dissimulait derrière des mots soigneusement choisis. « Vous êtes impuissant, » dit-elle d'une voix à la fois très basse et très tranchante. « Vous avez signé ce document sans m'adresser un seul mot. Vous avez envoyé un assistant avec un mot. Ne me dites pas que vous étiez impuissant. Charles, vous les avez pliés. » Charles n'avait rien à répondre, et le silence qui suivit était assourdissant, ce qui rendait le refus de Charles encore plus amer. C'était le contexte. C'était la toute première fois que Charles passait outre les intérêts de Camilla pour préserver sa relation avec William. Lors de la préparation du couronnement en 2023, une violente dispute avait éclaté lorsque l'équipe de Camilla avait insisté pour que Tom et Laura jouent un rôle cérémoniel officiel. La réponse de William, par l'intermédiaire de ses représentants, avait été sans détour. Le couronnement était une affaire de sang et les enfants de Camilla n'avaient aucun statut constitutionnel justifiant un rôle à jouer. Charles était intervenu à cette occasion et avait donné la victoire au camp de Camilla. Mais l'amertume que cette intervention avait engendrée au sein du camp de Guillaume ne s'était jamais complètement dissipée et elle avait très certainement renforcé la détermination de Guillaume à s'assurer que la prochaine décision dynastique majeure lui soit entièrement favorable. C'était désormais chose faite, et Charles était assis en face de sa femme, lui disant qu'il n'y pouvait rien. Après Charles, Camilla se tourna vers la seule option qui lui restait. Elle commença à solliciter William par le biais d'intermédiaires et des instances officielles de la famille royale, tentant d'organiser une rencontre privée. William rejeta systématiquement toutes ces approches avec le refus silencieux et catégorique d'un homme qui a déjà pris sa décision et ne voit aucune raison de s'entretenir avec quelqu'un qui, il le sait, ne pourra pas la faire changer d'avis. Plus Camilla insistait pour obtenir cette rencontre, plus sa famille s'irritait de son incapacité à la lui accorder. Au sein du cercle Parker Bowles et Shand, la colère contre Camilla atteint un niveau que les personnes les plus proches du dossier qualifient de véritablement effrayant. Leur colère ne se limite pas à William. Ils sont furieux contre elle, car elle était le pilier sur lequel ils avaient bâti leur influence, et ce pilier s'est effondré. Ils veulent savoir ce qu'elle compte faire. Les mois qui s'annoncent pour Camilla seront les plus éprouvants de toute son existence au sein de la maison de Windsor, plus étouffants encore que les années de haine publique qui ont suivi la mort de Diana, et plus isolants que les décennies passées à attendre que Charles lui confère un titre légitime. Car au moins, durant ces années, elle avait une cause à défendre. À présent, elle est prise au piège, coincée entre une famille qui la menace d'un côté et un mur de droit constitutionnel érigé par William précisément pour les tenir à l'écart de l'autre, avec un homme qui refuse de répondre à ses appels et un mari qui reste les bras croisés. Et c'est ce détail qui devrait interpeller tous ceux qui observent cette situation. Personne, en dehors de cette pièce, ne sait exactement ce qu'Annabelle a dit pendant cette heure d'appel. Personne ne sait ce que Tom sait, ni Laura, ni aucun de ceux qui, pendant 30 ans, ont été témoins de cette relation et ont vu des choses qui n'auraient jamais dû être vues. Ce qui est certain, c'est que la famille de Camilla se sent profondément trahie, qu'elle a le sentiment d'avoir beaucoup donné et d'être laissée pour compte, et qu'au moins l'un de ses membres a déjà dit directement à Camilla que le silence n'est pas une fatalité.
Si des informations explosives concernant Camilla se retrouvent dans la presse au cours des prochains mois, si des révélations qu'elle a dissimulées pendant des années refont surface par des voies opaques, le palais saura exactement où chercher. Guillaume a bâti sa forteresse. La loi est signée. L'acte est accompli et il ne bougera pas d'un pouce. Mais les personnes les plus dangereuses dans cette affaire, à l'heure actuelle, ne sont pas celles qui détiennent les pouvoirs constitutionnels. Ce sont eux qui sont assis juste à l'extérieur, furieux, acculés, et qui détiennent des secrets qui n'auraient jamais dû survivre aussi longtemps et qui ont encore absolument tout à dire.